Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Audition croisée au Parlement. Dominique Strauss-Kahn livre sa réflexion sur les banques et l'évasion fiscale dans une ambiance studieuse mais détendue au Sénat. Toute autre atmosphère à l'Assemblée où Jérôme Cahuzac, convoqué, s'est livré à un face-à-face tendu avec les députés qui le questionnaient sur son compte à l'étranger et l'action du gouvernement. On en parle avec notre club d'éditorialistes du mercredi soir. Répit sur le front du chômage. Pour le mois de mai, 100 nouveaux demandeurs d'emploi de catégorie A se sont inscrits à Pôle emploi. Alors le gouvernement est-il en passe de tenir sa promesse d'inversion de la courbe du chômage d'ici à la fin de l'année? Ou est-ce une tendance en trompe-l'œil? Invitée sur ce sujet et d'autres ce soir, la ministre en charge du commerce extérieur, Nicole Bricq, tout à l'heure. Après un mois de détention provisoire, Ziad Takieddine est passé aux aveux devant les juges. L'homme d'affaires au cœur du volet financier de l'affaire Karachi admet avoir participé au financement occulte de la campagne présidentielle d'Édouard Balladur en 1995. Aveu explosif selon le quotidien Le Monde, propos aussitôt démentis par l'ex-directeur de campagne de l'ancien Premier ministre Balladur. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. Depuis sa chute en mai 2011, Dominique Strauss-Kahn n'a fait que de rares apparitions publiques en France. Son intervention cet après-midi au Sénat avec donc tout de l'événement médiatique. Auditionné sur le rôle des banques dans l'évasion fiscale, l'ancien patron du FMI a livré son analyse sur un ton professoral et la politique n'étant jamais loin, il ne s'est pas privé de tacler en se gardant bien de le nommer le président Hollande. On voit tout cela avec Jérôme Rabier. C'est par une porte dérobée donnant sur le parking souterrain du Palais du Luxembourg que Dominique Strauss-Kahn est entré dans la salle de son audition. Plutôt détendu, il prend le temps de saluer les sénateurs présents et se prête même quelques instants au jeu des photographes. À 15h, les journalistes sont priés de monter en tribune de presse et l'audition peut enfin commencer. Monsieur Dominique Strauss-Kahn, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Interrogé en tant qu'ancien directeur général du FMI, il ne se prive pas d'adresser une pique à François Hollande, pour qui la finance était l'ennemi lors de la campagne présidentielle. De mon point de vue, incriminer la finance dans le désastre économique que nous vivons en Europe en général et en particulier dans notre pays, a pour moi à peu près la même pertinence que incriminer l'industrie automobile quand on parle des morts sur la route. Sur un ton très professoral, Dominique Strauss-Kahn a délivré pendant 1h20 une leçon d'économie, développant sa vision de la finance et du contrôle nécessaire à son bon fonctionnement. Disons que le gendarme n'est pas assez armé. Si je me laissais aller, je dirais volontiers que les superviseurs sont nuls. Mais enfin, ça me serait reproché, donc je ne vais pas dire ça comme ça. Si on veut surveiller correctement ce qui se passe dans la situation financière, il faut que les surveillants, là c'est plus tellement l'équipement, c'est pas la machine qu'il faut, c'est les bons hommes, aient la compétence pour le faire. Pour la sortie, c'est cette fois par la grande porte qu'il choisit de quitter le palais, son apparition publique ne pouvant se limiter à une arrivée et un départ en catimini. Il est pour cela servi, puisqu'une nuée de caméras guettait la moindre déclaration. Si la commission d'enquête sur le rôle des banques dans l'évasion fiscale voulait s'offrir un peu de publicité, l'objectif est atteint. Aucune caméra n'est cependant restée pour la suite des auditions de la journée, preuve que la personnalité de l'ex-directeur du FMI importait plus que le sujet sur lequel il était interrogé. Voilà, et cette audition n'a pas laissé indifférent au Sénat. Coup de pub pour les uns, audition justifiée pour le rapporteur de la commission et non-événement pour les autres. Le sujet sensible divise. Cette commission d'enquête fait tout son possible pour exister, donc elle choisit une méthode très médiatique. Elle fait revenir Dominique Strauss-Kahn dans un palais national. Et elle lui rend service, en même temps elle se rend service à elle-même, parce que nul n'aurait parlé de la commission. Voilà, bon, c'est une bonne pub. C'est en tant qu'économiste, en tant qu'ancien ministre de l'économie et des finances et en tant que directeur du FMI, parce qu'évidemment le sujet qui nous préoccupe, l'évasion fiscale, la finance, le rôle des banques, ne peut pas être déconnecté de ce contexte de la finance mondialisée, dérégulée à l'œuvre depuis 30 ans. Et ça n'est vraiment pas
un événement, que la commission ait considéré que l'ancien directeur général du FMI pouvait avoir des choses à dire sur ce sujet. Je me souviens d'ailleurs que Dominique Strauss-Kahn avait en effet des réflexions personnelles sur tous les problèmes fiscaux. Compte tenu des turpitudes, c'est le moins qu'on puisse dire, dans lesquelles il a plongé au minimum l'image de notre pays indépendamment du reste, je pense vraiment qu'on aurait pu trouver d'autres économistes ayant eux aussi à la fois une expérience, des qualités d'analyste et peut-être pas le même passé ou la même réputation. Certes, il connaît ces questions-là, mais il y a beaucoup d'autres experts et les affaires qui le concernent sont considérées avec une très grande désinvolture dans notre pays. Et pour être aujourd'hui co-rapporteur sur une mission sur la prostitution, ou plus exactement l'exploitation sexuelle, ça me choque cette désinvolture. 2 heures d'audition et très peu de réponses au final. Devant la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée, Jérôme Cahuzac n'a pas desserré la mâchoire tendue. L'ancien ministre du Budget a plusieurs fois renvoyé sèchement dans les cordes ses anciens collègues qui le mitraillaient de questions sur son compte à l'étranger et sur la gestion de l'action du gouvernement dans l'affaire dite Cahuzac. On voit tout cela avec Nathalie Guilloire. Une arrivée seule en scooter au Palais Bourbon. Cette fois-ci, Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre du Budget, qui fut aussi l'ancien président de la Commission des Finances, se retrouve sur le banc des accusés. À 16h30, il est prêt à être auditionné face à une trentaine de députés. Monsieur Cahuzac, est-ce que vous voulez bien vous lever? Levez la main droite et dire « je le jure ». Tantôt combatif, tantôt abattu, Jérôme Cahuzac tente d'expliquer l'engrenage dans lequel il est tombé. Concernant les raisons de ce mensonge, puisque au fond c'est la question que vous souhaitez me poser, je vous ai menti en vous répondant, monsieur le député, tout simplement parce que dans les heures qui précédaient, j'avais menti au Premier ministre et au Président de la République. Sa parole est lente, Jérôme Cahuzac pèse ses mots, ne donnant que très peu de détails. Il écarte toutefois toute protection du gouvernement. Pierre Moscovici ne m'a jamais informé de cette procédure, a fortiori, il ne m'a pas communiqué les termes de la demande formulée par l'administration française à son homologue helvétique. Le climat est tendu, Jérôme Cahuzac agace le président, il refuse de répondre à des questions directes sur les banques et s'abrite derrière la procédure judiciaire. Aviez-vous, oui ou non, un compte à la compagnie financière Rail? Je comprends votre raisonnement, Monsieur le Président. J'espère qu'à votre tour, vous comprendrez que je ne peux pas répondre à votre question. Après 2 heures d'audition, les députés n'auront pas appris grand-chose. Aucun pardon. Jérôme Cahuzac continue de lutter contre ces vieux démons. Et dans l'actualité aujourd'hui, ce répit, surprise sur le front du chômage. Pour le mois de mai, 100 nouveaux demandeurs d'emploi de catégorie A se sont inscrits à Pôle emploi. Alors le gouvernement est-il en passe de tenir sa promesse d'inversion de la courbe du chômage d'ici à la fin de l'année, ou est-ce une tendance en trompe-l'œil? On posera la question à notre invité dans un instant, c'est la ministre Nicole Bricq. Mais d'abord, les faits, regardez, c'est avec Julie Hulin. Le ministre du Travail, Michel Sapin, avait annoncé des chiffres pas forcément bons. Et pourtant, pour la première fois depuis plus de 2 ans, le chômage n'a pas augmenté. 3 264 500 chômeurs au mois de mai, plus 0% par rapport au mois dernier. Un petit répit sur le front du chômage qui ne fait pas oublier des chiffres records et une situation préoccupante. Car depuis 1 an, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 11,5%. Voici sans doute pourquoi le ministère du Travail se refuse à crier victoire, en jugeant l'accalmie du mois de mai cohérente, mais venant après une progression particulièrement forte et s'inscrivant dans une tendance qui reste et restera à la hausse. Alors que l'INSEE a confirmé l'entrée de la France en récession, la stabilisation des chiffres sonne comme un encouragement pour le gouvernement face à sa promesse de faire reculer le chômage. Un gouvernement qui, en l'absence de croissance, a décidé de créer 540 000 emplois aidés d'ici fin 2013. Et invité politique du 22h ce soir, c'est la ministre du Commerce extérieur, Nicole Bricq. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Nous allons évoquer ensemble de nombreux sujets d'actualité, dont les chiffres du chômage et ce répit. Apparemment, il sera aussi question du déficit public et son éventuel dérapage et du commerce extérieur, votre domaine de compétences. Mais d'abord, l'actualité aujourd'hui se passe au Parlement avec les auditions croisées de Dominique Strauss-Kahn au Sénat et Jérôme Cahuzac à l'Assemblée, auditionnés pour des motifs très différents, mais sur le même sujet, l'évasion fiscale. Est-ce
Est-ce que la ministre que vous êtes, est-ce que la sénatrice que vous avez été choquée, dérangée par l'audition de Dominique Strauss-Kahn au Sénat? Absolument pas. Il a été un directeur général du FMI. On aurait pu convoquer son prédécesseur, qui était M. Camp-Dessus, mais ça remontait loin. Ça remontait loin, mais il a été un excellent directeur du FMI. Il a été un excellent ministre de l'économie et des finances. C'est un économiste réputé. Franchement, en plus, c'est la commission qui a décidé de l'inviter. Vous avez entendu les cris d'auprès de certains qui se plaignent pour des questions morales de sa venue aujourd'hui ici au Sénat? Ça n'a rien à voir, il ne faut pas mélanger les sujets. Je pense que M. Bocquet, qui est rapporteur que j'ai bien connu, qui est très exigeant, s'il l'a fait, c'est parce qu'il pensait que c'était utile au travail qu'il mène depuis de nombreux mois. Alors il a livré son analyse, Dominique Strauss-Kahn, sur le rôle des banques, des acteurs financiers dans l'évasion fiscale. Certains ont dit que c'est une leçon d'économie. Mais il est économiste, il a été professeur, donc il peut faire une leçon. Est-ce qu'il l'a fait à certains? Parce qu'il a ironisé un moment sur ceux qui incriminent la finance. Est-ce qu'il n'a pas fait la leçon à ceux qui ont dit à un certain moment au Bourget, mon adversaire, c'est le monde de la finance? Mais on en a besoin de la finance dans l'économie. Mais il faut qu'elle soit dirigée vers l'économie réelle. C'est ça le sujet. L'atmosphère était tout autre aujourd'hui pour l'audition de Jérôme Cahuzac, convoqué par la commission d'enquête parlementaire. Il faisait face, selon vous, à des juges ou à des députés? Non, il y a une procédure judiciaire en cours et maintenant la justice est indépendante. Qu'on la laisse faire son travail. Et je pense que cette audition, qui a laissé beaucoup de gens sur leur faim, mais quelle faim, prouve que la commission d'enquête n'était pas forcément la bonne formule. Ah, ça fait pchit alors, peut-être, cette commission d'enquête. Elle ne sert pas à grand-chose. Il n'y a pas eu les réponses. Il y a une instruction judiciaire. Il faut laisser la justice faire son travail et je ne doute pas qu'elle le fasse bien. Jérôme Cahuzac n'a pas chargé le gouvernement, il n'a pas incriminé ses anciens camarades. Sa vérité à lui ne met en cause ni le président, ni le Premier ministre, ni Pierre Moscovici, ni l'administration fiscale. Est-ce que vous estimez ce soir que l'action du gouvernement dans la gestion de cette affaire est lavée de tout soupçon? Mais il n'y a pas à être lavé. Il y a eu une réaction très rapide, si vous regardez bien le calendrier. Et je crois que le président de la République a tout de suite pris la mesure de la déflagration qui allait s'en suivre et il a tout de suite pris la bonne décision. Et je ne peux pas dire que ça nous ait vraiment rendu service parce qu'on l'a vu notamment dans l'élection de dimanche dernier. On s'en serait passé. Ah oui, est-ce qu'il ne faut pas arrêter justement de le charger un peu, Jérôme Cahuzac, d'en faire, comme il a dit lui-même, le bouc émissaire idéal, notamment pour cette élection que vous citez à Villeneuve-sur-Lot? Évidemment, c'était pas le meilleur dimanche qu'on ait passé, mais je crois qu'il y a autre chose quand même. Il y a dans l'électorat un trouble profond et je pense que quand vous additionnez une certaine division au premier tour et une démobilisation au premier ou au second tour de la gauche, bon, dans des périodes aussi difficiles où la crise est profonde et où les gens attendent des résultats, ça peut être effectivement très dangereux. Mais je pense qu'il ne faut pas remettre en cause l'affaire du Fonds républicain. Je pense que on ne vote pas pour un candidat d'extrême droite. On ne vote pas. C'est peut-être un peu rapide. Alors, accalmie aujourd'hui sur le front du chômage, seulement 100 chômeurs en catégorie 1 inscrits à Pôle emploi au mois de mai. C'est un court répit? Je crois que c'est une stabilisation. Elle est de toute façon bienvenue, mais elle ne fait pas oublier le très haut niveau du chômage dans notre pays, qui est un poison, et parce que ça touche toutes les familles, ça touche tout le climat social et même la société dans sa profondeur. Et je crois que le président a vraiment raison de dire qu'il faut non seulement le stabiliser, mais inverser la courbe. Oui, il le dit. Et ce matin, comment dire, mon collègue Michel Sapin nous a détaillé tout l'arsenal qu'il veut utiliser. Il faut que vraiment... Alors, parlons-en de l'arsenal. Est-ce que c'est suffisant de lutter contre le chômage de masse avec une dose de contrats aidés, une pincée de formation par-ci, par-là? Mais que ne dirait-on pas si nous ne faisons rien? Et je crois que le gouvernement est entièrement mobilisé. Ce sont des emplois, ce sont des formations. Il y a une grande réforme de la formation professionnelle qui est annoncée. C'était l'objet de la conférence sociale. Le traitement social du chômage. Mais il en faut, parce que la reprise n'est pas là.
Nous avons les résultats de l'INSEE sur les 2 précédents qui trimestres. Qui contredisent d'ailleurs votre promesse d'inversion de la courbe du chômage. Qui disent qu'il y a une récession. Techniques, puisque 2 trimestres consécutifs, mais qui disent en même temps qu'il pourrait y avoir au trimestre suivant 0,2 points de plus. Et je crois que tout le gouvernement est mobilisé. Le président est très attentif à cela. Et non seulement il est attentif, mais il demande des résultats à tous ses ministres. Et chacun, nous avons affaire. Moi, quand je fais, pas moi, mais les entreprises, 1 milliard de plus à l'exportation, ben, je sais que ça fait 10 000 emplois en France. Vous parlez de votre domaine de compétences. Ce matin, Mario Draghi, c'est le président de la BCE, s'est montré optimiste, affirmant que la croissance reviendra, a-t-il dit, par les exportations. Mais notre offre, Nicole Bricq, elle reste fragile, peu structurée, vous le savez. 30 000 PME françaises exportent, mais autant s'arrêtent d'exporter. Qu'est-ce que vous faites pour ça ? Justement, ce matin, les missionnés de la réforme de l'administration publique, dans le cadre de cette fameuse MAT, m'ont présenté leur rapport, puisque je suis chargée d'évaluer le dispositif français à l'export. De rapport et après, non, mais c'est pour agir. Et les décisions seront prises le 17 juillet. Il faut qu'on se réforme. Il faut aussi qu'en même temps, on redresse notre appareil productif. Nous y sommes tous attelés. Nous connaissons bien les maux de l'appareil productif français. Il faut le relever et on ne fait que ça depuis 1 an. Mais est-ce que vous ne dites pas au patron de la BCE que le problème, c'est l'euro fort? C'est ce que doivent vous dire les patrons des PME. Ils en souffrent aujourd'hui. Ça peut nous gêner, mais nous sommes dans la zone euro. Je regarde les autres. Les Italiens ont la même monnaie, les Allemands ont la même monnaie. Collectivement. Donc ça nous arrange pas toujours. Ça c'est vrai. Demandez au patron de ADS si ça l'arrange quand il doit effectivement subir des yo-yo du dollar ou du dollar à la baisse. C'est clair. Mais en même temps, ça ne peut pas excuser notre retard de compétitivité. Alors une bataille s'est engagée ces jours-ci sur le déficit public de 2013 entre le gouvernement et la droite qui vous accuse de le laisser filer, ce déficit. Gilles Carrez l'a réaffirmé ce matin. Pourquoi vous entêtez à ne pas réactualiser vos chiffres? Faut avouer, mais rien ne nous y oblige. La vérité, rien ne nous y oblige. Il y a des lois de finances rectificatives en fin d'année. Alors évidemment, dans la période récente, pendant la crise financière, qu'elle était au plus fort, c'est vrai que c'était une méthode de gestion des finances publiques. On avait des lois de finances rectificatives à répétition. Mais il suffit d'une à la fin de l'année. Et de toute façon, et puis il y a la loi de finances qui... Attendez, ne hâtez pas le calendrier. Je ne hâte pas, mais il y a une loi de finances qui arrive là bientôt. La Cour des comptes pourrait être votre arbitre puisqu'elle publie demain son rapport annuel sur les finances publiques et le déficit annoncé qui a déjà fuité serait entre 3,7 et plus de 4%. Donc la possibilité d'un dérapage, elle est là. Mais les rentrées fiscales sont moindres, personne ne l'a nié. Nous savons bien qu'avec un trimestre négatif en début d'année, évidemment, l'exécution de la loi de finances ne peut pas être la même. C'est clair. Donc, il n'y a pas de surprise. Les rentrées fiscales sont moins bonnes. Il n'y a pas de surprise. Justement, ça prouve que le rythme de réduction des déficits est peut-être trop rapide. Nous l'avons dit depuis le début, que nous voulons bien sûr arriver aux 3%, mais il ne faut pas le faire au détriment de la croissance. Avez déjà une belle largesse, si la croissance c'est tout, oui, justement, utilisons-la. Justement, puisqu'on parle de la Commission européenne, regardez, José Manuel Barroso s'explique, on va le voir dans une interview publiée tout à l'heure sur le site deséchos.fr, il s'explique sur les polémiques avec Paris, notamment sur l'exception culturelle que vous avez incarnée et défendue. Et voici ce qu'il dit, je l'ai dit et redit, je suis favorable à l'exception culturelle, c'est même un concept sacré pour moi. Est-ce que on lui a pas fait, vous ne lui avez pas fait un procès d'intention? Non, mais moi j'accepte cette déclaration, mais à ce moment-là, il fallait que la Commission ne s'engage pas dans une impasse en mettant les services audiovisuels dans le mandat qu'elle a proposé aux États membres. Et donc, elle a commis une erreur, elle a en quelque sorte vendu ce qu'elle n'avait pas en poche. Elle ne pouvait pas ignorer. À ce moment-là, pourquoi ne pas l'avoir fait? Elle ne pouvait pas ignorer que les États membres devaient lui donner un mandat et qu'il fallait qu'elle ait l'unanimité. Il y a un peu de mauvaise foi? Une mauvaise tactique, en tout cas. Merci, Nicole Bricq, d'avoir été notre invitée ce soir. Merci à vous. La suite du 22h avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est préparé ce soir par Sandra Cerquera.
Favoriser l'accès au logement et en finir avec les pratiques abusives, c'est l'objectif du projet de loi présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Une promesse de campagne de François Hollande. Cécile Duflot veut encadrer davantage les loyers. Protéger les locataires et les propriétaires, c'est la création de la garantie universelle des loyers qui permettra de sécuriser les propriétaires pour la perception de leur loyer et aussi de faciliter l'accès des locataires. Les professionnels de l'immobilier sont vent debout contre ce projet, bien décidés à faire pression pour limiter au maximum les effets de ce dispositif. Ils accusent le gouvernement de vouloir faire fuir les investisseurs. Annonce surprise de Vincent Payon ce matin, 10 000 postes supplémentaires vont être créés dans les collèges et lycées sous forme de contrats aidés. Et ce, en plus des 60 000 postes prévus par la loi sur l'école qui vient d'être adoptée. Nous avons fait le choix sur ces contrats, qui sont des contrats qui dureront entre 10 mois et 2 ans, mais qui seront renouvelables, de prendre des gens qui sont diplômés. La droite s'est aussitôt emparée du sujet. Elle dénonce une dérive de la gestion budgétaire de l'État. Dans la série Garde à vue, c'est au tour du maire de Corbeil-Essonnes, Jean-Pierre Bechter, bras droit du sénateur UMP Serge Dassault, d'être entendu. Cette garde à vue est menée dans le cadre de l'enquête sur une tentative d'homicide volontaire qui pourrait être liée à des achats de voix lors des campagnes municipales de 2008 à 2010. Le bureau du Sénat examinera le 3 juillet prochain une demande de levée de son immunité parlementaire. Barack Obama entame aujourd'hui une tournée en Afrique d'une semaine qui l'emmènera au Sénégal, en Afrique du Sud et en Tanzanie, une première depuis qu'il est élu. Une visite très attendue par les Africains, axée sur la promotion de la démocratie et des investissements américains sur le continent. Il est le premier président noir des États-Unis. Bon, c'est Martin Luther King qui l'a lutté, n'est-ce pas? Donc c'est une fierté pour nous en tant qu'Africains de voir Obama vient ici. Ce voyage fait déjà polémique avant même d'avoir débuté. Selon la presse américaine, il coûterait 100 millions d'euros aux contribuables. Et pour finir, le dessin du jour, difficile tractation entre l'UE et la Turquie, qui ne semblent pas partager les mêmes valeurs. Erdogan qui repousse les commissaires européens à coups de jet d'eau, une allusion aux manifestations de la place Taksim. L'adhésion d'Ankara ne semble pas encore pour demain. Le club d'éditorialistes du mercredi. Au menu de notre club ce soir, 2 thèmes. Nous allons d'abord revenir en détail sur les auditions croisées au Parlement de Dominique Strauss-Kahn et de Jérôme Cahuzac. Le premier est auditionné en tant qu'ancien patron du FMI. C'est très différent pour le second. Et puis, plus généralement, ce constat. Pas un jour ne passe sans une révélation dans une affaire. L'affaire Tapie, bien sûr, mais aussi les aveux de Ziad Takieddine sur le financement de la campagne d'Édouard Balladur. La dégradation du climat politique s'accélère. On parle de tout cela avec nos invités que je vous présente avec plaisir. François Dorcival, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sonia. Éditorialiste à Valeurs Actuelles, avec nous également Michel Noblecourt du quotidien Le Monde. Bonsoir. Bonsoir. Notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombault nous accompagne. Bonsoir Jean-Louis. Et plus en forme que jamais, il est très inspiré ce soir par l'actualité. Notre dessinateur Hervé Baudry. Bonsoir Sonia. Tout en couleur. Bonsoir Hervé. Alors nous allons commencer par évoquer ces auditions croisées. François Dorcival, d'abord sur la forme. C'est un hasard du calendrier assez incroyable. 2 anciens poids lourds de la politique dont les auditions se télescopent, se croisent. C'est le jour des revenants au Parlement. Oui, c'est ce que vous avez titré, c'est vrai. Mais ça n'avait strictement rien à voir. Rien à voir. L'un, Dominique Strauss-Kahn, parlait de sa spécialité et donc de l'évasion fiscale devant la commission d'enquête chargée de ce sujet. L'autre, c'était Jérôme Cahuzac, sur un scandale d'État. Et donc, ça n'avait rien à voir. Ce qui est vrai, c'est que l'un était au Sénat, l'autre à l'Assemblée nationale. Et mais donc, les comparaisons s'arrêtent là, bien sûr. Cela a animé le Parlement. Michel Noblecourt, sur la forme pour DSK, est-ce que ça peut être, on l'a entendu, une amorce de réhabilitation, même si elle choque certains, et notamment certains sénateurs. Et pour Jérôme Cahuzac, au contraire, c'est le début d'une phase, d'une spirale judiciaire qui est partie pour durer. En ce qui concerne Dominique Strauss-Kahn, je ne crois pas une minute, je dirais même je ne crois pas une seconde à une réhabilitation, à un retour. Enfin, je crois que la question ne se pose pas, me paraît tout à fait hors de propos.
Je pense que Dominique Strauss-Kahn, effectivement, a été entendu parce que c'est un économiste, parce que c'est l'ancien directeur général du FMI, et donc c'était pas du tout inopportun de l'entendre. Après, on peut apprécier plus ou moins la teneur des propos qu'il a tenus. Avez-vous apprécié? Parce que certains ont parlé d'un exposé brillant. Dominique Strauss-Kahn a souvent montré qu'il pouvait être brillant, effectivement, dans un domaine qu'il connaît bien. Je pense que c'était peut-être un petit peu déplacé de sa part de faire la leçon à ses amis qui sont au pouvoir, qui avaient l'air de dire finalement le seul qui aurait été en situation, qui aurait pu agir correctement, c'est moi, quoi. Mais s'il n'y est pas, c'est quand même plutôt de sa faute, on va dire. C'est pas tellement de la faute de ses amis en question. Et en ce qui concerne Jérôme Cahuzac, moi je trouve que c'est une bonne chose pour la démocratie. Et qu'il y a eu de bonnes nouvelles pour la démocratie, qui montrent que la démocratie, malgré la crise politique et morale que l'on connaît aujourd'hui, en France fonctionne quand même assez bien, parce qu'il y a à la fois le vote de la loi sur la transparence et cette audition de Jérôme Cahuzac. Oui, mais enfin, il y a quand même des choses, c'est pas dérisoire. Hervé Baudry, qu'est-ce que vous nous avez croqué là? Il y a deux émissions qu'on connaît bien, historiques. L'heure de vérité, ce n'est pas sorcier, et c'est pas sorcier. L'heure de vérité, c'est plus, on ne sait pas si on a vraiment eu l'heure de vérité, parce que j'aurais tendance plutôt à glisser celui-ci, c'est sur Cahuzac, ce serait plutôt l'évasif fiscal. C'est un peu ce genre de dessin. On le verra tout à l'heure, je pense, à mes amis réalisateurs. Et puis sinon, l'autre, c'est pas sorcier, c'est plutôt l'émission, c'est le professeur, en économie. Voilà, la leçon. Tout à fait. Et l'heure de vérité, pas beaucoup de vérité, on en parlera avec Jérôme Cahuzac. Jean-Luc Gombault, justement, puisque c'est aussi votre domaine, l'économie, qu'avez-vous pensé de cette audition de Dominique Strauss-Kahn? J'ai trouvé ça intéressante. Parce qu'on a écouté d'abord un professeur, on a écouté un homme qui a été ministre de l'économie et des finances et le directeur général du Fonds monétaire international. Donc il avait 3 raisons d'intervenir dans cette affaire. Et ce qui était intéressant, c'est ce qu'il a dit sur la finance. Il dit en fin de compte, le problème qui nous est posé dans ce désastre, il a bien prononcé le mot de désastre économique européen, ce qui est quand même un mot extrêmement fort à un moment où on dit qu'on est en train de sortir de la crise. Il dit non, vous êtes dans un désastre, mesdames, messieurs. C'est quand même important. Et il dit non, le problème, c'est pas la finance, c'est beaucoup plus les financiers et les régulateurs, les gens qui sont chargés de gérer la régulation financière internationale. Et ça, c'était intéressant parce que effectivement, quand il a taclé François Hollande indirectement en disant non, notre ennemi, ce n'est pas la finance, c'est notre incompétence pour réguler la finance. Et j'ai trouvé ça intéressant, mais aussi il a filé la métaphore avec l'industrie automobile. Oui, il a fait cette métaphore avec les voitures et les accidents de la route. Et les accidents de la route. Donc c'était quand même assez méchant vis-à-vis de la Perse, parce que c'était évidemment grotesque d'assimiler les accidents de la route à l'utilisation de l'industrie automobile. Mais il sort de ça un homme assez désabusé, malgré tout. Peut-être parce qu'il lui est arrivé des choses pénibles. Désabusé quand même un peu sur la capacité de réguler le système et désabusé sur la nature humaine elle-même. C'est-à-dire qu'il disait, par exemple, on ne peut pas payer les régulateurs de bonne façon. Et à partir de là, il préfère aller travailler dans la finance et donc faire plutôt qui est la cause des problèmes qui nous sont posés. J'ose à peine commenter votre dessin, Hervé Baudry. Je vais vous laisser vraiment en parler. C'est Dominique Strauss-Kahn. Oui, en fait, vu le succès, on regardait tout à l'heure les images dans le Sénat. Il n'y avait pas beaucoup d'avocats derrière lui, ça change. Et puis là, c'est la star qui sort dans la cour du Sénat, vraiment. Et on dirait qu'il repart François à zéro. Dorcival, l'hebdomadaire Marianne moque aujourd'hui cette double audition. Malgré tout, évidemment, on ne les compare pas, mais elles ont lieu simultanément au Parlement. En titrant ceci, regardez, elle n'est pas belle, la vie politique, c'est ce que le journal. Quelle image ont donné ces deux auditions, malgré tout, aujourd'hui au Parlement? Écoutez, quelle image? C'est pas une image seulement. Donc, Dominique Strauss-Kahn, il a parlé de finances et je ne suis pas sûr que tout le monde ait suivi son audition. En revanche, il y avait probablement un peu plus de téléspectateurs et d'auditeurs pour l'audition de Jérôme Cahuzac. Pourquoi? Parce que les Français veulent savoir ce qui s'est passé réellement au gouvernement pendant 4 mois, pendant ces 4 mois de soupçons généralisés, d'affaires d'État, et qu'à la sortie, effectivement, il ne se passait rien. Nous a dit notre invité, la ministre Nicole Bricq. À quoi a servi cette commission d'enquête parlementaire? Eh bien, non, nous n'en sommes pas à la fin. Nous n'en sommes pas à la fin. C'est quand même le principal protagoniste qui a été entendu aujourd'hui et qui n'a pas dit grand-chose. Il s'est en effet tenu à ne pas répondre
parce que ce qu'il voulait, c'était discréditer cette commission d'enquête. Mais pour ce qui me concerne, je ne crois pas que celle-ci ne rende pas de conclusions intéressantes. D'où ma question, Michel Noblecourt. Est-ce que cette commission d'enquête qui a auditionné Jérôme Cahuzac n'est pas tombée dans son propre piège? Elle voulait en faire une audition politique. Il y a eu des questions qui étaient sur ce terrain et c'est un peu l'arroseur arrosé. Oui, d'une certaine façon, je crois que ce qui est compliqué, c'est que la commission d'enquête, d'une certaine façon, parasite un petit peu l'information judiciaire. Donc voilà, c'est là où parce que ça se télescope. D'où le numéro d'équilibriste de Jérôme Cahuzac. Donc il en a joué, il en a abusé, d'une certaine façon, pour effectivement ne pas répondre à un certain nombre de questions qui étaient des questions embarrassantes. Donc il s'est réfugié derrière la justice. Mais en même temps, bon, là-dessus, autant on peut le critiquer sévèrement sur ce qu'il a fait, sur son comportement, sur son mensonge. Autant, bon, là, il n'a pas eu tout à fait tort de se réfugier derrière la justice dans la mesure. Il n'a pas parlé à ses juges aujourd'hui. Il n'a pas parlé à ses juges aujourd'hui. Il parlait à des parlementaires avec une commission présidée par un député socialiste qui était, il n'y a pas si longtemps. Non, pas présidé, le rapporteur. Le président. Charles de Courson est un président qu'on a vu tout à l'heure à l'œuvre et qui est efficace. Mais tenace, l'efficacité, nous n'avons pas eu de réponse. Tenace, efficace, mordant, obstiné et avec autorité. Mais celui qui lui faisait face l'était tout autant. On ne parle que quand je donne l'autorisation de parler. Oui. Et on est bien d'accord que Jérôme Cahuzac n'a rien dit. Oui. On est bien d'accord là-dessus. On a écouté et on n'a rien appris. On apprenait quelque chose chez Strauss-Kahn, on n'apprenait rien chez Jérôme Cahuzac. Oui, sauf en creux. C'est-à-dire que toute sa défense consiste à ne rien dire. Il n'empêche que, effectivement, nous prétendre que pendant 4 mois au gouvernement, ils ne se sont absolument rien dit, en creux, ça ne colle pas. Et donc, c'est là... Mais non, pas. Et pourtant, il y a eu d'autres témoignages. Jérôme Cahuzac aujourd'hui, il n'a pas incriminé ses camarades. Il a bien fait attention. Donc ça c'est aussi un système de défense. Il a fait très attention à n'incriminer aucun de ses camarades. Ni Moscovici, dont on connaît les relations qu'il avait avec lui, ni naturellement, ni le Premier ministre. C'est-à-dire, comment était-elle ? Elles n'étaient pas si confiantes que ça, nous le savons, de la même manière qu'il s'est gardé d'incriminer le Premier ministre, si ce n'est une blague, et le Président de la République, en tout cas. Alors que le Président de la République, naturellement, s'est intéressé et de près. Et comment serait-il autrement à cette affaire-là pendant qu'elle se déroulait ? Michel Noblecourt, vous partagez ce constat ? Vous avez entendu aussi, vous avez décelé ces non-dits ? Écoutez, je pense que le président de la République n'avait pas la réponse qu'il a eue quand la question a été posée à Jérôme Cahuzac était une négation de sa part, comme il l'a fait auprès de tous ceux qui lui en ont parlé au ministère de l'économie, à Matignon, à l'Élysée. Donc on ne peut pas dire si c'est ça que François Dorcival laisse entendre, on ne peut pas dire que le président de la République savait que Jérôme Cahuzac avait effectivement un compte en Suisse, avait menti et qu'il l'a laissé au gouvernement en sachant ce mensonge. Je ne vois pas très bien l'intérêt qu'aurait eu François Hollande à faire cela. Je ne prétends pas cela, naturellement. Mais ce que je dis et qui transparaissait à travers ce témoignage, c'est que tout de même, à partir du 4 décembre, le gouvernement sait et ce gouvernement attend. Jean-Luc Gombault. La question est de savoir s'il renvoie la justice. La question est de savoir s'il voulait le savoir. Voilà. C'est ça. Et c'est le problème que essaie de démêler cette commission d'enquête. Et c'est beaucoup plus intéressant que la responsabilité propre de Jérôme Cahuzac parce que ça touche à l'administration fiscale et aux actions qu'elle a menées auprès de l'administration fiscale helvétique. Et c'est ça le grand point d'interrogation pour le moment. Alors l'Express, on va voir ça, une titre cette semaine sur l'incroyable vie de Jérôme Cahuzac, un art consommé du mensonge, de la dissimulation, ce qui n'empêche pas de l'intelligence, de la compétence et même une certaine flamboyance. Vous êtes d'accord? Quel contraste! Vous êtes en train de nous ramener sur le terrain de Dominique Strauss-Kahn. Non, de Jérôme Cahuzac. Il était flamboyant, intelligent, brillant, bon professeur, très bon ministre de l'économie, on a entendu tout cela. Et donc Jérôme Cahuzac aussi, ça n'empêche pas les scandales. En tous les cas, l'ancien ministre, et là je parle de Jérôme Cahuzac, a dit sous serment, les yeux dans les yeux aux députés, sa vérité, une vérité qu'il a ou qu'il va coucher sur papier avec un livre prévu prochainement. Il n'est pas le seul, hein, Michel Noblecourt, le livre de Bernard Tapie sortira demain. C'est le match des livres, des vérités, il faut bien le dire, dans des affaires très différentes.
Dans des affaires très différentes, oui, absolument. Moi, ce qui est déplorable dans tout cela, c'est que ça entretient ce climat moral très lourd, très malsain que l'on connaît depuis plusieurs mois. Et je veux dire que là, on vit au rythme, depuis quelques semaines, on vit au rythme des mises en examen, des gardes à vue, des révélations, des médias dont le vôtre, Le Monde. Oui, comme absolument, bien sûr, mais les journalistes font leur travail. Tout à fait. Mais donc, je trouve que ça entretient effectivement un climat de méfiance vis-à-vis des politiques qui se traduit ensuite dans un certain nombre d'élections. Oui, François Dorcival, les révélations dans les médias vont plus vite, beaucoup plus vite que la justice. Certains sont condamnés alors que la justice ne s'est pas encore prononcée. Que pensez-vous de ce décalage de plus en plus grand entre le rythme médiatique et puis la justice plus sereine? Oui, c'est artificiel. Car vous avez raison de dire que les décisions de justice ne sont pas rendues alors que les médias fournissent de l'information. Mais les informations que publient les médias, d'où viennent-elles? Elles viennent nécessairement des instructions, des documents, de toutes sortes de matériels qui effectivement font partie de l'enquête judiciaire. Et c'est ainsi que, d'ailleurs, la justice progresse. Jean-Luc Gombault, sur ce sujet? Non, la question est de savoir si les journalistes trouvent l'information ou si on la leur donne. Et il semble bien que sur ces dossiers, on la leur donne plus qu'ils ne la trouvent peut-être. Vous êtes d'accord pour dire que le climat politique est très dégradé, pas un jour sans une révélation? On va parler d'ailleurs, on va regarder plutôt ce sujet sur la révélation qui était dans Le Monde aujourd'hui à propos des aveux de Ziad Takieddine sur le financement de campagne d'Édouard Balladur. Regardez, c'est un sujet de Marie Brémaud. Il a finalement craqué et avoué. Ziad Takieddine a reconnu avoir versé 6 millions d'euros pour la campagne présidentielle d'Édouard Balladur en 1995. Une confession qui a eu lieu dans le bureau des juges en charge de l'affaire Karachi. L'affaire Karachi, un attentat en lien avec des commissions versées par le gouvernement français au Pakistan pour s'assurer d'emporter le marché de vente d'armes. Jusqu'ici, c'est légal. Mais en pleine période électorale, un système est mis sur pied pour récupérer une partie de ces commissions afin de financer la campagne présidentielle d'Édouard Balladur, alors Premier ministre. Ce sont les rétro-commissions. Et c'est là que plusieurs intermédiaires interviennent, dont Ziad Takieddine en charge de ces rétro-commissions. Il aurait fourni des valises de billets de 500 francs à des proches d'Édouard Balladur. Pour l'heure, en plus de Ziad Takieddine, 3 protagonistes sont déjà mis en examen dans cette affaire. Nicolas Bazire, l'ancien directeur de campagne d'Édouard Balladur, Renaud Donnedieu de Vabre, conseiller spécial de François Léotard au ministère de la Défense à l'époque, et Thierry Gobert, ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy à la mairie de Neuilly, puis au ministère du Budget. Mais l'étau se resserre un peu plus avec ces nouvelles révélations autour de François Léotard, alors ministre de la Défense, Nicolas Sarkozy, porte-parole de la campagne d'Édouard Balladur, et Édouard Balladur lui-même. Un scénario digne d'un polar, mais qui chaque jour, avec l'enquête, s'ancre un peu plus dans la réalité. Une affaire d'État. Les emprunts. Et d'où justement la caricature d'Hervé Baudry. Monsieur le juge, voici le prévenu. Attendez un instant, je lis Le Monde. Oui, parce qu'on oublie peut-être que les juges aussi lisent les journaux. Lisent les journaux. François Dorcival, sur ce climat, sur ces révélations, sur ces aveux, sur ces affaires, chaque jour. Oui, bien sûr, chaque jour, et bien parce qu'il y a un certain nombre d'instructions qui sont ouvertes, de juges qui travaillent, et qui naturellement donnent lieu à révélation. C'est ça qui nourrit les populismes. Qui nourrissent les populismes. Non, ça nourrit la méfiance, ça nourrit l'absence de confiance. Mais les carburants, comme dirait M. Montebourg, les carburants du Front National ou des populistes, se trouvent partout et ne se trouvent pas spécialement dans les cabinets des juges. Il ne faut pas aller les chercher ailleurs, Michel Noblecourt. Il y a beaucoup de raisons qui expliquent les résultats électoraux, par exemple à Villeneuve-sur-Lot. Donc je pense que le carburant, il y a une partie du carburant qui est effectivement l'affaire Cahuzac, surtout chez lui, dans sa circonscription, dans sa ville. Et puis il y a une autre partie du carburant qui est fournie par
par l'état d'esprit des Français, qui est un état d'inquiétude, qui est un état de... inquiétude légitime. Inquiétude légitime devant une situation économique qui est très, très dégradée, un climat social qui est très lourd. Et bon, voilà, donc si vous rajoutez les deux, cette dégradation morale et cette situation politique qui effectivement s'apparente à un désastre, comme dirait Dominique Strauss-Kahn, eh bien on a effectivement le produit du carburant qui est le résultat des élections. Ou dégoûte les Français et même certains, certains journalistes, éditorialistes de renom. Je voulais vous faire réagir, c'est le cas d'Alain Duhamel qui annonce son intention de quitter la matinale de RTL. Les affaires m'écœurent, dit-il. Alors il part le matin pour revenir le soir sur la même radio, d'ailleurs si vous l'écoutez. Mais est-ce que vous êtes peut-être dans le même état d'esprit ? Vous quitteriez le journalisme à cause de ces affaires ? Au contraire. Non, mais il ne quitte pas le journalisme. Non. Mais bon. Moi je suis écœuré par la crise. Je veux dire, cette histoire est grotesque. Je veux dire, il est écœuré par son petit déjeuner le matin et il va le soir parce qu'il a le temps de digérer. Je veux dire, c'est bizarre d'avancer ce genre d'argument puisqu'on en parle. Je le dis. Non, c'est pas ça. C'est quoi ? Non, je crois pas. Non. C'est quoi ? Non. Il n'est pas écœuré ? Non, effectivement, qu'il change de tranche, c'est bien, mais... Bon, en tous les cas, les Français et aussi les journalistes sont peut-être parfois écorés par ces révélations quotidiennes. Comme tous les mercredis à présent, messieurs, la revue de presse de vos hebdos à retrouver demain dans les kiosques et l'Express. J'en ai parlé tout à l'heure avec cette une sur l'incroyable vie de Jérôme Cahuzac. Et puis Le Point qui titre sur les fonctionnaires chouchous du pouvoir, alors que les déficits dérapent, ils sont préservés selon l'hebdomadaire. Le Nouvel Observateur à présent qui consacre sa une au-dessous d'une incroyable arnaque, les mensonges de l'arbitrage, la vérité sur Adidas, les liens avec Sarkozy. Une réaction, François Darcival, sur l'affaire Bernard Tapie. Bernard Tapie qui est toujours en garde à vue aujourd'hui, ce soir. Troisième nuit de garde à vue. Ah oui, il aura eu la garde à vue la plus longue de tous les auditionnés de cette affaire. À quoi aboutira-t-elle ? À quoi aboutira-t-elle ? Question. Voilà, de la même façon que nous avons pendant des semaines et des semaines eu l'affaire Clearstream, à quoi a-t-elle abouti ? Donc, on verra. Nous verrons. Valeurs actuelles, justement, qui choisit ce titre, l'État tyran. Interdit, normes, répression, comment la gauche libertaire s'attaque à nos libertés? Dites-moi, c'est une polémique. Ah, mais naturellement, bien sûr, mais mais elle repose sur une réalité qui est, effectivement, ce sont les enfants de 1968, de la gauche de 68, qui aujourd'hui réglementent à mort toute notre vie quotidienne. Oui, Michel Leblocourt. Une polémique, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas complètement faux. Bon, allez, il a répondu à votre place. Et puis Vanity Fair, on en parle avec le premier numéro en France qui démarre fort. Le mensuel publie le procès-verbal de l'audition de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bettencourt et ça fait réagir Hervé Baudry. Dites-nous pourquoi. Je l'ai feuilleté aujourd'hui. D'abord, c'était un beau magazine, très fourni en annonceurs, donc ça veut dire que ça se passe. C'est pas la crise. C'est pas la crise. Vanity Fair ne connaît pas la crise. Aussi en belle photo de notre américaine à Paris aussi. Ah, ça fait des jaloux. Ça fait des jaloux parmi les mensuels et peut-être aussi les hebdomadaires, puisque Vanity Fair aussi s'attaque à la politique. Merci, messieurs, d'avoir été nos invités. Merci à vous. On arrive à la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Tout de suite, c'est l'émission Déshabillons-les. 12 soirées. À demain, avec plaisir. La relation franco-allemande, elle fonctionne bien quand on part de positions de départ souvent qui sont opposées. C'est ça qui est intéressant. C'est une relation qui se nourrit du conflit pour aller vers un compromis. Le couple franco-allemand n'a jamais tant fait parler. Merkel, Hollande